À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Quand le mur tombe à Berlin, commence à se fissurer, c'est une surprise pour François Mitterrand. Mitterrand et Roland Dumas passaient leur temps à nous dire « Oui, l'unité allemande se fera, mais pas de mon vivant ». Le fameux rideau de fer se déchire. On est dans cette période où il y a eu plus qu'un flottement de François Mitterrand et de la diplomatie française. 28 ans après, les deux côtés se retrouvent. Je pense que l'erreur, c'est toujours d'être surpris, ou en tous les cas, il ne faut pas le montrer. C'est l'histoire, H majuscule, H majuscule, H majuscule, H majuscule. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième saison de Mémoire d'un monde, le podcast sur l'histoire politique française de ces 30 dernières années, croisée avec celle du quotidien français de référence, le journal Le Monde. Pour transmettre cette mémoire, je suis avec Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Vénérable Journal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Dans le dernier épisode de la saison précédente, nous en étions restés à l'affrontement Chirac-Mitterrand pour la présidentielle de 1988. Nous voilà désormais à l'orée des années 90, en 1989 exactement. Une année particulière pour la France qui fête le bicentenaire de cette révolution fondatrice de notre République. Une année charnière pour le monde avec la chute du mur de Berlin le 9 novembre. Un prélude à la fin de la guerre froide et à la recomposition des équilibres géopolitiques mondiaux. Les Champs-Élysées en révolution, sur les 2,5 km de la plus prestigieuse avenue du monde et pendant plus de 3 heures, le défilé de toutes les folies. Une gigantesque parade en 12 tableaux vivants, 6000 artistes et figurants pour la Marseillaise de Jean-Paul Gould. Les tenants de la tradition auront peut-être été un peu déçus, mais ceux qui voulaient du fantastique, du baroque, du grandiose sont enchantés. Quant au succès populaire, il est évident, il y avait au moins 800 000 personnes sur les Champs-Élysées hier soir. Jean-Marie Colombani, François Mitterrand avait décidé de célébrer avec faste ce bicentenaire. Alors bien sûr, l'événement est historique et Mitterrand est un grand amateur d'art, mais le président va aussi en faire un marqueur spécifique de son septennat. Quelle idée est-ce qu'il avait derrière la tête à l'époque ? À la fois de donner une image forte de la France, une image moderne, et en même temps de montrer à quoi il se rattachait lui-même, puisqu'il était président socialiste et que les racines de son engagement politique puisaient dans la Révolution. Ce qui était mis en avant à l'époque, c'était évidemment la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est là qu'il faut d'ailleurs se souvenir que la France se flatte volontiers d'être le pays des droits de l'homme. Non, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme et pays de la Déclaration des droits de l'homme, quelle est la différence ? C'est que dans un cas, on a proclamé quelque chose qui a une valeur universelle d'ailleurs et qui a fait le tour du monde en quelque sorte. Et puis l'autre aspect des choses, c'est qu'on l'applique peu nous-mêmes et que la France n'a pas été toujours au rendez-vous du respect des droits de l'homme, y compris dans les attaques qui ont pu y avoir contre François Mitterrand, par exemple, sur sa politique africaine ou des choses de ce genre. Donc c'est vraiment la différence entre une proclamation et puis la capacité à être fidèle à cette proclamation, qui est une autre histoire et un autre débat, et qui fait que la France ne devrait pas s'enorgueillir de quelque chose qui n'est pas, mais qu'elle devrait plutôt essayer d'être fidèle à ce qu'elle a proclamé. Ce qu'il faut avoir en tête sur ces manifestations bicentenaires de la Révolution française, c'est que c'est, sur le plan de la vie politique intérieure, c'est l'apogée du mitterrandisme. Il a vécu un premier septennat qui a été en partie réussi, en partie il a dû céder le pouvoir en 1986 à la droite, c'était la première cohabitation, mais il est réélu en 1988. Il est réélu et les Français lui donnent non pas une majorité absolue, mais une majorité suffisante pour que le Premier ministre de l'époque nommé, qui est Michel Rocard, puisse gouverner. Et donc, tous ses adversaires ont été vaincus, alors même que ces mêmes adversaires pensaient l'avoir renversé ou sur le point de le renverser. Donc cet apogée, il veut la célébrer aussi. Il n'y a pas seulement la référence à la Révolution française, il n'y a pas seulement l'ancrage qu'il veut bien montrer aux yeux du reste du monde qu'il fait partie de cette famille-là, il y a aussi un triomphe plus immédiat qui est celui qu'il domine l'ensemble du paysage politique français. Et il va le montrer à travers le grand défilé du 14 juillet. Et puis pour François Mitterrand, c'était aussi le fait de donner de la France, de donner à voir de la France, un pays qui a changé, un pays divers, un pays riche de sa diversité précisément, ce qui était assez anticipateur
par rapport au débat que l'on peut avoir aujourd'hui. Alors il y avait une autre coïncidence. Le 14 juillet, il y a toujours le défilé militaire. Là, il y avait le défilé militaire et y assistaient George Bush, Helmut Kohl et Margaret Thatcher. Puis ensuite, ils se sont déplacés pour participer aux fêtes du bicentenaire de la Révolution proprement dit. Parce que ça coïncidait avec la réunion d'un G7. Et le G7 à l'époque, c'était connu comme le rassemblement des pays les plus riches du monde. Donc c'était à la fois pour François Mitterrand de rappeler son ancrage politique, de rappeler que la gauche qui l'avait porté au pouvoir avait ses racines là, dans l'événement révolutionnaire d'une part, mais aussi de montrer que la France, comme il disait souvent, tenait son rang, et son rang de puissance mondiale, participant au G7 et organisant le G7. Mais la France est la France, donc forcément il y a eu, en même temps qu'il y avait un enthousiasme populaire réel, parce que le défilé a été un vrai grand succès, en même temps il y avait des critiques évidemment venues de l'extrême gauche, notamment de l'extrême gauche trotskiste, mais aussi un petit peu communiste, qui disaient « Ah ben c'est le sommet des riches », et donc qui avait organisé en contrepoint un sommet des pays les plus pauvres, qui n'a laissé aucune trace, mais c'était une façon de manifester que, au fond, comme si François Mitterrand était le président des riches et qu'il y avait quelque part ailleurs une manifestation consacrée aux pays pauvres. Président des riches et en plus, pour ne rien arranger, François Mitterrand était souvent comparé à Louis XIV par la longévité de son règne, par sa posture de monarque, par l'esprit de cour. Il paraît même qu'il lui ressemblait physiquement, selon Robert Badinter. Et puis, pour l'anecdote, lors de son investiture au Panthéon, il avait fait son entrée sur une musique de Lully, le compositeur du Roi Soleil. Alors Jean-Marie, comment est-ce qu'on peut définir sa pratique du pouvoir ? Le fait de comparer le président de la République à un monarque, c'est un cas de figure presque obligé. Et en tout cas, c'est, j'allais dire, presque une tarte à la crème chez les journalistes et dans les journaux, auxquels personne d'ailleurs n'échappe. Alors, il y avait chez François Mitterrand un port naturel et une façon de se comporter avant même d'être président, qui faisait que les gens ne l'approchaient pas comme on tape sur l'épaule d'un copain, mais lui parlait en disant « président », s'adressait à lui en disant « président », déjà, alors qu'il ne l'était pas. Il y a une formule célèbre pour cela, vous savez, comme au sein du Parti socialiste, les camarades se tutoient volontiers et se tutoient spontanément. Et donc, quelqu'un est présenté à François Mitterrand et ce quelqu'un dit « Ah ben, camarade, on peut se tutoyer maintenant, comme vous voulez », dit-il. Donc, il y avait cette attitude-là déjà. Et donc, sur la monarchie, j'avais moi-même écrit un essai intitulé « Mitterrand, le monarque imaginaire ». Donc, il y avait une part, en effet, d'exagération de la part des observateurs sur la pratique dite monarchique de François Mitterrand. Sauf sur un point, un événement qui est non négligeable et qui est la façon dont le président de la République a remercié Michel Rocard, Premier ministre. Quand il nomme Michel Rocard à la tête du gouvernement, François Mitterrand dit à Robert Badinter « il faut lever l'hypothèque Rocard ». Donc c'est vraiment une façon de faire qui n'est pas vrai, en franc soutien de son Premier ministre. Et puis Michel Rocard s'installe, est de plus en plus populaire. Et au bout de 3 ans, Mitterrand lui signifie qu'il faut partir. Et il le lui signifie d'une façon extrêmement désagréable et presque désinvolte. Michel Rocard explique au président de la République qu'il y a encore un chantier qu'il voudrait terminer. Non, vous partez. La signification de cela, c'est le fait du prince, le bon plaisir. Président, pourquoi est-ce que vous remerciez Michel Rocard ? Parce que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Ça ne va pas. Donc c'est vraiment le fait du prince. Et là, on est vraiment dans un exercice monarchique du pouvoir. Après sa pratique du pouvoir, elle était évidemment à l'opposé de ce qu'il avait plaidé lui-même quand il écrit le coup d'État permanent, et quand il dénonce chez De Gaulle un coup d'État permanent dans sa pratique des institutions. Parce qu'à peine installé au pouvoir, François Mitterrand va appliquer les institutions de la Ve République telles qu'elles sont, c'est-à-dire avec une prééminence du président, qui d'ailleurs culminera au moment des cohabitations, où là il réaffirmera la primauté du président de la République. Donc évidemment, comparé à ce qu'il avait pu professer avant, puisqu'il avait fait le plein au fond des voix, entre guillemets, républicaines, par opposition à la critique de Gaulle, qui était une critique contre une forme de monarchie, mais les institutions elles-mêmes portent cette synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. Donc on dit toujours des institutions françaises qu'elles sont une monarchie républicaine. Donc il s'écoulait dans le moule de la monarchie républicaine. Mais il n'avait pas particulièrement
aggravé cette pratique. Il ne l'avait pas non plus particulièrement détourné, il avait simplement appliqué. Et donc il s'amusait beaucoup lui-même de cette façon qu'avait la presse de le traiter. Et moi je me souviens par exemple d'un voyage avec lui où j'étais à côté de lui dans son avion et il lisait un article du Figaro Magazine qui à l'époque était très virulent contre François Mitterrand, et notamment sur sa pratique du pouvoir. Et il me faisait lire en même temps, il disait « Voilà comment la droite m'attaque », etc. Il en riait, il en souriait, et en même temps, ça faisait partie pour lui de l'incarnation du pouvoir, et j'allais dire, il incarnait naturellement la prééminence du président de la République. Par opposition, par exemple, à l'un de ses successeurs socialistes, François Hollande, qui lui avait un déficit d'incarnation. François Mitterrand, c'était l'inverse. Et donc, il vous mettait de toute façon à distance. Donc, je pense que ça n'allait pas au-delà. Après, cette critique, encore une fois, est récurrente à chaque fois qu'il y a un président qui joue de son pouvoir ou qui exerce son pouvoir. Et Mitterrand, comme les autres présidents, prenait un plaisir particulier, par exemple, dans l'exercice des nominations. En France, la présidence de la République a la main sur je ne sais combien de centaines de nominations. Ça va jusqu'au directeur de l'Opéra de Paris, des choses qui peuvent paraître complètement aberrantes. Mais lui, il prenait un vrai plaisir à biffer tel nom et à le remplacer par un autre nom. Voilà, c'était un petit peu sa façon à lui de jouir du pouvoir. Et par ailleurs, les moyens de l'État à l'époque étaient mis à sa disposition comme dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire que le week-end, il prenait son hélicoptère, un hélicoptère militaire, qui le transportait une fois à Saulieu pour aller déjeuner dans un restaurant célèbre, une autre fois à Vézelay, une autre fois dans d'autres endroits. Et par ailleurs, il y avait sa seconde famille qui a donné naissance à Mazarine, qui était abritée dans un château, un petit château qui est un des biens de la République. Donc sous cet angle-là, il avait la pleine jouissance des palais de la République. Ça n'offensait pas à l'époque une culture de gauche, parce que dans l'idée de la gauche, historiquement, il y avait aussi que on peut nous aussi occuper les lieux de pouvoir. On a droit, nous aussi, à jouir de ces lieux de pouvoir. Revenons un instant sur cette date du 14 juillet 89 à Paris. Outre le défilé, il y a eu sur la place de la Concorde, où on guillotinait à l'époque de la Révolution, la tribune présidentielle, où siégeaient donc François Mitterrand, Helmut Kohl, Thatcher, George Bush père, etc. On remarque que c'est des libéraux ou des conservateurs, donc le camp politique opposé théoriquement à François Mitterrand. Et tout ce monde-là s'entendait bien. Est-ce que les relations étaient juste cordiales ou franchement amicales ? L'amitié va naître et s'affirmer progressivement avec Helmut Kohl, et elle va exister aussi avec George Bush. Il s'agit du père de George Bush à l'époque, donc pas du tout du fils. L'histoire avec George Bush est importante parce que, au point de départ, il faut se souvenir que les États-Unis ont une hantise, c'est que des communistes prennent le pouvoir en Europe de l'Ouest. On le verra très précisément en Italie, par exemple. Mais en France, donc, il y avait un enjeu. Et il y avait une crainte très forte chez les alliés de la France, et notamment aux États-Unis, que François Mitterrand ne soit un peu celui qui amène les communistes au pouvoir. Il y avait donc 4 ministres communistes dans le premier gouvernement d'union de la gauche. Et donc François Mitterrand, avec son habileté particulière, avait désarmé la méfiance de George Bush, et il l'a montré par ailleurs dans les événements qui ont suivi. Il a montré très exactement où se situait l'intérêt de la France à ses yeux. Il a très vite dit à George Bush, il y a 4 ministres communistes certes, mais la stratégie, l'arme nucléaire, la défense, les choix extérieurs de la France, c'est moi. Et ça a ensuite donné naissance à une relation assez forte qui fait qu'à la fin de son mandat, George Bush avait écrit lui-même qu'il considérait François Mitterrand comme un ami. Avec Margaret Thatcher, c'était un petit peu différent. Il l'avait surprise parce que c'était aussitôt la guerre déclarée, rangée du côté de la Grande-Bretagne au moment de la guerre des Malouines. Sans discuter d'ailleurs, en considérant que l'Angleterre entrant en guerre quelque part, la France devait être à ses côtés quoi qu'il arrive. La guerre des Malouines qui a éclaté en Argentine donc en 1982.
Oui, ce sont des petites îles qui étaient contestées entre la Grande-Bretagne et l'Argentine et qui a donné lieu à une guerre très sanglante d'ailleurs, où il y a eu énormément de victimes, notamment des victimes qui étaient liées au fait que les Argentins utilisaient des missiles français, les fameux Exocet. Mais la position de la France, stratégiquement parlant, a été de se tenir aux côtés de la Grande-Bretagne. Et ensuite, Margaret Thatcher va tout faire pour convaincre François Mitterrand qu'il fallait s'opposer à l'unité allemande. Et lui, François Mitterrand, jouait du fait qu'en effet, sur le plan de la gestion politique, ils étaient à des années-lumière l'un de l'autre, puisque Margaret Thatcher a conduit une véritable contre-révolution en Grande-Bretagne, à l'inverse de ce que pouvait faire sur le plan intérieur François Mitterrand, mais avec une sorte de gourmandise. Il titillait un peu les journalistes sur le thème, mais je la trouve pas mal. Elle a un certain charme, ainsi de suite. Donc, et je pense qu'ils ont eu des relations finalement assez cordiales l'un avec l'autre, renforcées aussi par le fait que François Mitterrand s'entendait très bien avec la reine Elisabeth aussi. Et Helmut Kohl, c'est une histoire qui va devenir une vraie histoire d'amitié. D'abord, ils vont traverser les moments les plus difficiles de l'Europe à ce moment-là, puisque il y a la chute du mur, et il y a tous les événements qui vont avec, mais surtout au point de départ, quand Kohl s'installe au pouvoir, il arrive à la chancellerie après une manœuvre assez savante, notamment d'inspiration américaine, qui tente à débarquer et qui aboutit de fait à la fin du mandat de Willy Brandt. Willy Brandt étant réputé trop proche des pays de l'Est, enfin de l'Union soviétique, à travers ce que l'on appelait à l'époque l'Ostpolitik, la politique vers l'Est. Et donc, il est très vigoureusement combattu à son arrivée au gouvernement, et François Mitterrand prend fait et cause aussitôt en sa faveur. Et donc, à partir de ce point de départ, inattendu et atypique, mais en même temps, François Mitterrand avait bien décelé la francophilie d'Helmut Kohl. Ils vont construire ensemble une vraie relation d'amitié. Tout le monde ne se souvient peut-être pas, mais au moment des obsèques de la messe en mémoire de François Mitterrand à Notre-Dame de Paris, on peut se souvenir des larmes d'Helmut Kohl, qui n'étaient pas des larmes feintes, c'était vraiment un vrai lien d'amitié. Donc voilà pour la tribune officielle. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. Jeudi 9 novembre 1989, 19h09, le gouvernement est-allemand décide d'ouvrir les frontières avec l'Ouest. Le fameux rideau de fer se déchire. À Berlin, le mur s'écroule symboliquement. 2 heures plus tard, regardez, c'est l'histoire, H majuscule. Certains Allemands de l'Est, incrédules devant cette liberté accordée si brutalement, hésitent plusieurs minutes avant d'oser franchir la frontière. Et là, sur le pont de Bornholmer, 28 ans après, les deux côtés se retrouvent. Beaucoup de gens ont suivi ce moment en direct à la télévision. Une page de l'histoire qui s'écrivait sous leurs yeux, c'était surprenant. Jean-Marie, il y a un homme qui a été pris de court par la chute du mur. Cet homme, c'est François Mitterrand. Je vous propose d'écouter Anne Chosebourg, qui suivait le président français pour Le Monde à cette époque. Nous étions donc le 9 novembre 1989. Quand le mur tombe à Berlin, commence à se fissurer, c'est une surprise pour François Mitterrand, qui prévoyait certes qu'un jour l'Allemagne aurait envie de se réunifier, mais il ne pensait pas que ce serait si vite. Je pense que l'erreur, c'est toujours d'être surpris, ou en tous les cas, il ne faut pas le montrer. Ensuite, dans le contexte de l'époque, on savait quand même comment vivaient les Allemands de l'Est. On savait quand même ce qui s'était passé en Pologne, en Hongrie, enfin il y avait quand même il y avait un passé, pour pas dire un passif. Et que Mitterrand n'ait pas eu... soit pas allé tout de suite à Berlin, par exemple. C'est étonnant. Qu'il n'ait pas salué le fait que le peuple allemand avec lequel il voulait se réconcilier, mur de Berlin ou pas mur de Berlin, mettre fin à toute cette période d'horreur entre la France et l'Allemagne, qu'il n'en ait pas profité, ça, je pense qu'au regard du passé, on peut considérer ça comme une erreur. Ça va même plus loin, c'est parce que Mitterrand et Roland Dumas passaient leur temps à nous dire
oui, l'unité allemande se fera, mais pas de mon vivant. Vous verrez ça, vous, peut-être, un jour, peut-être, mais pas de mon vivant. Et donc, ça arrive de son vivant. Et que fait-il? Au lieu de soutenir le mouvement, il se précipite en Allemagne de l'Est. Il voit le dirigeant, l'ancien président de l'Allemagne de l'Est, et il y a cette visite, et puis il y a le soutien qu'il apporte aussi. On sent il freine des cas de fer sur l'idée que l'Empire soviétique puisse disparaître, personne n'y songe, mais en tout cas concéder l'unité de l'Allemagne. Et en cela, il est assez proche, même s'il est plus modéré, de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, à l'époque, trépigne, littéralement. Elle appelle tout le monde en disant il faut surtout pas céder, il faut pas laisser se reconstituer. Elle est à la fois contre l'unité de l'Allemagne, et elle explique que quiconque y céderait, qu'elle le compare à Pétain, je veux dire. Elle a des accrochages très très violents sur ce thème-là. Donc on est dans cette période où il y a eu plus qu'un flottement de François Mitterrand et de la diplomatie française. Et puis il faut qu'il trouve autre chose, parce que pour lui, pour les Européens convaincus, le meilleur ciment, ce qui les liait le plus, c'était quand même l'antisoviétisme. Vraiment, on pouvait se mettre d'accord sur beaucoup de choses, mais parce la perspective de cet empire rouge-là ne pouvait pas les satisfaire. Donc il est pris de court. L'Élysée fera tout, et Hubert Védrine en tête, pour dire « Mais non, pas du tout, le président avait tout à fait prévu ça, d'ailleurs il était parfaitement au courant, que nada ». Et Mitterrand, pendant 1 mois et demi, 2 mois, à l'époque, il est président du Conseil de l'Union européenne. Et il annonce tout d'un coup la Confédération européenne, mais il n'en parle ni à son ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. L'Élysée est pris de court. Les diplomates, évidemment, il n'en a pas parlé à son ami Helmut Kohl. Voilà, il a lancé ça comme une sorte de réflexe pour dépasser sa surprise de la chute du mur, et en même temps dire il faut qu'on trouve autre chose comme ciment à l'Europe. C'était quoi, Jean-Marie, cette confédération européenne? Vous pouvez nous expliquer? La première réaction de François Mitterrand, comme l'a expliqué Anne Chossebourg, à la marche vers l'unité allemande, qui est la conséquence de la chute du mur, c'est de mettre en avant l'équilibre européen et de dire attention, l'unité ne doit pas mettre en péril l'équilibre européen. Et son idée, c'est que, bien sûr, les deux pays vont se rapprocher, Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est. D'ailleurs, il va en Allemagne de l'Est. Et c'est un voyage qui fera polémique, même s'il dit « j'ai consulté Helmut Kohl qui a trouvé que c'était une très bonne idée ». Bon, il va en Allemagne de l'Est parce que son idée, c'est que les deux pays vont se rapprocher et vont peut-être former une forme de confédération. Et donc il dit, voilà, l'avenir de l'Allemagne, c'est sans doute une confédération entre ces deux États. L'autre idée, ça viendra un petit peu plus tard, c'est quand, conséquence de la chute du mur, les frontières s'ouvrent et les pays qui étaient derrière le rideau de fer étant tombé, vont se rapprocher de l'Union européenne, de ce qui n'est pas encore l'Union européenne d'ailleurs, vont candidater et va se poser la question de l'élargissement. Et l'élargissement, François Mitterrand, comme beaucoup d'autres Français, y compris Jacques Delors, pense que ça ne peut se faire que par étapes, que ça ne peut se faire qu'après un approfondissement de ce qui existe. Et donc, pour accueillir malgré tout tous ceux qui veulent rentrer, il propose une Europe à 2 cercles. Un cercle étroit, celui des fondateurs, d'une part, et un cercle plus large, une confédération qui regrouperait tous celles et ceux qui... Et en fait, ce schéma-là, alors pour le coup, sera récusé par George Bush et par Václav Havel, qui est à l'époque aux commandes de ce qui est encore la Tchécoslovaquie. Et donc ça ne verra pas le jour, et ce qui verra le jour, c'est l'élargissement. Avant de se quitter, un mot du Monde, le journal. À cette époque-là, on retrouve un nom qu'on a évoqué en début d'épisode, Jean-Paul Goude. Jean-Paul Goude, c'est un graphiste, un illustrateur, un photographe, un metteur en scène et surtout un réalisateur de films publicitaires. Pour l'anecdote, la pub Chanel pour le parfum Coco avec Vanessa Paradis dans une cage d'oiseaux, c'était lui. Et Jean-Marie, vous décidez de collaborer avec Jean-Paul Goude pour un projet bien particulier. C'était un être qui était au point de départ à des années-lumière de l'univers du Monde, qui était un univers assez compassé, assez rigide d'une certaine façon. Lui, c'est l'ouverture au monde extérieur, à toutes les couleurs, à la pub, mais aussi
a une inventivité que personne ne lui dénie aujourd'hui, compte tenu de ce qu'a été d'ailleurs le succès du grand défilé du 14 juillet. Mais avant même qu'il n'accède à cette notoriété-là, André Laurence, le directeur du Monde de l'époque, voulait lancer un magazine. Donc il y a des essais qui sont faits et qui lui sont confiés à Jean-Paul Goude. Donc c'est de la révolution dans le journal. Et donc, non seulement le journal ne publie pas de photos, mais le journal est quand même très austère d'apparence. Et on veut considérer que l'austérité est au fond un des legs du fondateur Hubert Beuve-Méry. Comme si, c'était... Et voilà. un gage de sérieux aussi. Oui, peut-être. exactement. Et donc, comme s'il fallait que les choses restent figées pour être fidèles à leur ADN, en quelque sorte. Et donc, cette révolution fera que le projet sera très vite bloqué par la rédaction et qu'il en restera un certain nombre de numéros zéro de ce magazine conçu par Jean-Paul Goude et qui était très inventif et très en avance sur ce que le monde fera par la suite. Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde, un podcast de Jean-Marie Colombani, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron et Hélène Decommer. Présentation, Hélène Decommer. Production éditoriale, Christophe Caron, Hélène Decommer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale, Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou.